Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur RTU1. Bienvenue dans le journal, voici les titres. En sport football, la Côte d'Ivoire a concédé le nul contre le Maroc cet après-midi au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Les éléphants ont contrôlé la partie jusqu'à ouvrir le score avant la pause grâce à Sébastien Haller. L'égalisation marocaine est l'œuvre d'El Karabi. En prélude à cette rencontre, un dispositif sécuritaire a été mis en place dans toute la commune du Plateau. 3334 agents des forces de l'ordre ont été mobilisés pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Le ministre Vagondo Diomandé a visité les installations sécuritaires dans les points de contrôle et sur les axes menant au stade. Il s'est félicité du plan de sécurisation. Et puis, la Côte d'Ivoire vient d'être réélue en qualité de membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour la période 2024-2026. Le vote a eu lieu au siège de l'ONU à New York, et ce, dans le cadre de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est le deuxième mandat de notre pays dans ce prestigieux organe de l'ONU. Voilà pour le sommaire, vous suivez le 23h et quel meilleur choix pour vous informer. Et pour commencer, retour sur le match amical Côte d'Ivoire-Maroc que vous avez suivi sur les antennes du groupe RTI. La partie s'est soldée par le score d'un but partout, un match dominé largement par les éléphants de Côte d'Ivoire, comme nous le montre Arsène Kouassi. Les éléphants de Côte d'Ivoire concèdent le nul face aux lions de l'Atlas du Maroc. Pourtant, ce sont les Pachidem qui s'offrent les meilleures opportunités, comme en témoigne la tentative de Diakité Oumar. Dans la dynamique, Seko Fofana décoche une lourde frappe, mais le ballon passe à côté du cadre. Très en vue dans ce match, Diakité Oumar est tout proche d'ouvrir la marque, mais se heurte à nouveau à Naye Agued. À force d'insister, les poulains de Jean-Louis Gasset parviennent à trouver la faille par Sébastien Haller. 1-0 à la pause. Dominateur, les coéquipiers de Franck Kessié ont la possibilité de doubler la mise, mais la tête de Simon Dengra ne trouve pas le cadre. Fouettés dans l'orgueil, la réaction des Lions de l'Atlas est à la hauteur de la menace. Ayoub El Kabi profite d'une erreur défensive de Sila Abaka pour établir la parité. Un but partout, score final, la Côte d'Ivoire et le Maroc se neutralisent. Prochain rendez-vous des éléphants, le mardi 17 octobre à 19h au stade Félix Houphouët-Boigny. 3334, le chiffre est considérable, c'est le nombre d'agents des forces de l'ordre mobilisés pour la sécurité de ce match de football. D'importantes installations sécuritaires autour du stade, dans les axes de contrôle et les artères de la commune du Plateau. Tout ceci a été visité par le ministre Vagondo Diomandé. Il a encouragé les forces de l'ordre et de sécurité et s'est aussi félicité pour la qualité du dispositif. Konaté Moussa, Angela Diallo. 2054 policiers, 701 gendarmes et 155 pour le service médical. Plus de 3000 agents des forces de l'ordre mobilisés pour la sécurisation du match Côte d'Ivoire-Maroc. Ils sont positionnés dans les différents accès au stade Félix Houphouët-Boigny. Les policiers nous ont bien disposés. Ils nous ont dit qu'on devait prendre telle route. Tout est bien fait. Pour arriver ici, en tout cas, c'est relax. Vous-même, vous constatez qu'il n'y a pas de rang, comme d'habitude, pour dire qu'on va se bousculer avant d'entrer. Donc on rentre paisiblement. On a montré les tickets, on nous a laissé passer. Pas de problème. On a marché de Adjamé jusqu'à ici. Jusqu'à ici, il n'y avait rien en route. Tout était correct, vraiment. Contrôle des tickets, orienter les supporters, veiller à la fluidité à l'entrée du stade. Le dispositif sécurité est bien établi. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité visite les différentes positions des agents. Il fallait qu'on vienne s'assurer sur le terrain de l'effectivité de ce dispositif. Nous avons pris contact avec les autorités sécuritaires de la CAN, qui, au passage, ont apprécié tous les efforts qui ont été faits. L'occasion est belle pour féliciter tous ceux qui ont œuvré jusqu'à maintenant et qui continueront de le faire jusqu'au dernier jour de la CAN. Mais surtout, encourager tous ces acteurs-là pour que chacun puisse donner le meilleur de lui-même. Œuvrer pour une meilleure sécurisation de la compétition en janvier et février prochain. Le ministre Vagondo Diomandé appelle les populations à la discipline. Si nous ne sommes pas disciplinés, tout ce que nous avons prévu risque d'être mis à mal. Que chacun respecte les consignes qui sont données. Les communications ont été faites, elles seront toujours faites en temps utile pour que chacun sache exactement ce qui est prévu pour les événements qui vont arriver. Avant de se rendre au stade, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a eu une séance de travail avec le Centre de coordination des décisions opérationnelles, le CCDO qui abrite le pôle central de contrôle des opérations de sécurité.
Et vous l'avez aussi constaté à la faveur de la confrontation entre notre pays et le Maroc, le stade Félix Houphouët-Boigny est prêt à abriter les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Le mythique stade qui était en travaux de rénovation est officiellement livré. C'est hier, vendredi 12 octobre, que le ministre Paulin Danho a officiellement reçu les clés du Félicia. Mouyabi Diabaté et Sojan Silver. À travers cette coupure de ruban, le ministre des Sports, Paulin Claude Danho, accompagné du maire de la commune du Plateau, Jacques Ewo, des responsables de Motaingile, l'entreprise constructrice, ouvre officiellement les portes du stade Félix Houphouët-Boigny. Aux côtés des représentants du Bureau national d'études techniques et de développement, BNET, et l'Office national des sports, ONS, le patron du sport ivoirien a reçu les clés du mythique stade Félix Houphouët-Boigny. Le ministre Danho Paulin et sa délégation ont eu droit à une visite guidée. Tous les compartiments de cette infrastructure sportive sont passés au peigne fin. C'est un stade aujourd'hui qui est entièrement couvert, qui est au standard FIFA et CAF. Un stade qui est à la fois chargé de symboles, mais qui aujourd'hui a une beauté extraordinaire et une fonctionnalité technique qui permettra à notre pays de disposer d'une infrastructure de grande qualité. Le ministre a profité de l'occasion pour assurer les Ivoiriens sur l'état d'avancement des travaux du stade Alassane Ouattara de Bimpe. Le stade de Bimpe va très bien. Il ne faut pas s'arrêter sur des épiphénomènes. Il y a eu, pendant le test du 12 septembre, des difficultés qui ont été constatées, mais très rapidement. Ces problèmes d'entretien qui ont été indiqués ont été corrigés et, comme l'ont confirmé les experts de la CAF, le stade est non seulement prêt, disponible et sera exploité pour la cérémonie d'ouverture et la cérémonie de clôture dans les très bonnes conditions. Lors de la CAN 2023, le Félicia va abriter les rencontres du groupe B où on retrouve l'Égypte, le Ghana, le Cap-Vert et le Mozambique. Pendant ce temps, le comité d'organisation de la CAN, lui, est à pied d'œuvre. Aucun segment n'est ignoré. Le président du COCAN a organisé un déjeuner de presse du COCAN entre la Fédération ivoirienne de football, les médias et les différents ministres impliqués dans l'organisation de la compétition. François Albert Amichia, vous allez le voir, a saisi l'occasion pour réaffirmer son ambition de ne voir aucun match de la CAN devant des tribunes vides. Le reportage d'Arsène Kouassi. Après le tirage au sort, les autorités en charge de l'organisation de la Coupe d'Afrique étaient face à la presse. Objectif, permettre aux hommes de médias de se faire une idée des préparatifs à 3 mois du coup d'envoi. Nous en avons pris l'engagement devant la CAF, c'est de faire en sorte qu'aucun match ne se joue devant des tribunes à moitié remplies ou des tribunes vides. Et nous comptons donc sur la mobilisation des Ivoiriens. Il faut qu'on s'organise au niveau des communes, au niveau des régions, au niveau des quartiers de nos villes, à sponsoriser, à tutoriser chaque équipe. Tout comme le président du COCAN, les ministres impliqués dans l'organisation rassurent. Je voudrais vraiment rassurer la communauté sportive, les populations ivoiriennes, qu'il n'y a aucun problème au niveau des stades qui vont accueillir cette importante compétition. En plus même des stades de compétition, nous avons des terrains d'entraînement, il y en a 24 au total, qui sont tous opérationnels. Vous allez découvrir une Côte d'Ivoire riche de sa culture, une Côte d'Ivoire riche de sa diversité, une Côte d'Ivoire riche aussi des idéaux que partage le sport. Vous allez aussi certainement découvrir l'humour ivoirien. Nous sommes prêts du point de vue des activités d'hospitality et tout ce qui concerne les activités de restauration. Et c'est l'ensemble de ces panoplies et des circuits touristiques et des activités de loisirs et des activités culturelles que nous mettons en avant pour que cette CAN devienne une CAN toute particulière. Le ministère de la Communication veillera à ce que vous soyez dans de bonnes conditions de travail. Aujourd'hui, Internet est un outil essentiel et nous allons y veiller. Le président de la COCAN a déjà répondu, aussi bien autour des lieux où les matchs se joueront que dans les sites d'hébergement et dans tous les lieux de grands rassemblements. Pour rappel, la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations est prévue du 13 janvier au 11 février 2024. Pour réussir tous ces paris, l'implication de la jeunesse s'avère importante. Ce sont près de 20 000 jeunes bénévoles qui seront recrutés par le programme jeunesse du gouvernement et mis à la disposition de la CAN. Les bénévoles auront pour rôle de réserver un accueil chaleureux aux supporters des autres pays et de mobiliser les populations ivoiriennes. Le PGGouv a été officiellement lancé en présence de plusieurs ministres et anciennes gloires du football ivoirien. Frédéric Koulayi, Sidonie Davila.
Le parc des sports de Treichville en ébullition. Des jeunes venus des communes d'Abidjan ont répondu à l'appel de Mamadou Touré. Une rencontre qui s'ouvre avec l'hymne de la CAN 2023, exécuté par le groupe Magisystème et bien d'autres artistes. En présence de plusieurs membres du gouvernement et des ex-footballeurs, notamment la légende Didier Drogba, le ministère en charge de la jeunesse lance ainsi le programme Jeunesse du gouvernement. Il prévoit le recrutement de 20 000 bénévoles en faveur de la Coupe d'Afrique des Nations qu'organise le pays. Pour le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion et du Service civique, il s'agit de renforcer l'engagement citoyen et l'éthique sociale des jeunes. Dans le cadre du programme Jeunes du gouvernement, il est question, en plus des 10 000 volontaires, de mobiliser 20 000 bénévoles sur l'ensemble du territoire national. L'objectif, c'est que tous les jeunes sur l'ensemble du territoire national vivent cette CAN. Vous savez, c'est l'année de la jeunesse, je l'ai dit. L'un des plus beaux cadeaux que le président Ouattara offre à cette jeunesse ivoirienne, c'est la CAN. Et le président ne veut pas que ce soit seulement des spectateurs. Le président veut que cette jeunesse soit aussi parmi les acteurs de la CAN. Un échantillon de 40 jeunes a reçu son kit. Ces bénévoles seront sélectionnés dans la perspective d'aider le gouvernement à la réussite de la CAN. Ils auront pour tâche de réserver un accueil hospitalier aux supporters venus d'ailleurs, de mobiliser et de sensibiliser les populations locales. Les stars du ballon rond ont également animé un panel en vue de soutenir le programme Jeunesse du gouvernement. Et dans le reste de l'actualité, nous vous le disions en titre, la Côte d'Ivoire vient d'être réélue en qualité de membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, et cela pour la période 2024-2026. Le vote a eu lieu au siège de l'ONU à New York, en marge de la 78e session de l'Assemblée générale de l'organisation. C'est le deuxième mandat consécutif de notre pays dans ce prestigieux organe de l'ONU. Michel Digré. La Côte d'Ivoire, élue pour un second mandat consécutif en tant que membre du Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour la période 2024-2026. Le pays a obtenu 181 voix sur 190 votants, occupant ainsi le deuxième rang des pays africains et le troisième rang sur l'ensemble des 15 pays élus au cours de cette élection ce mardi à l'ONU. Cette réélection de la Côte d'Ivoire traduit la reconnaissance de la communauté internationale pour les progrès accomplis par le pays en matière de promotion et de protection des droits de l'homme. Depuis son accession à la souveraineté nationale et internationale, la Côte d'Ivoire a affiché sa détermination à bâtir un état de droit dans lequel le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la dignité humaine, de la justice et de la bonne gouvernance constituent des priorités gouvernementales pour le président Alassane Ouattara. Au cours de ce mandat, la Côte d'Ivoire entend poursuivre et intensifier ses efforts pour améliorer les droits humains des populations vivant sur son territoire, notamment celles issues des couches socio-professionnelles les plus vulnérables. Le pays contribuera également au respect des droits humains dans le monde en prenant une part active au vote des résolutions sur les cas de violation qui seront soumis à l'examen du Conseil. Les ministres du groupe intergouvernemental des 24 pour les questions monétaires internationales et le développement dénommé G24 ont tenu leur 110e réunion à Marrakech au Maroc. La rencontre s'inscrit dans le cadre des assemblées annuelles du FMI et du groupe de la Banque mondiale. Elle s'est tenue sous la présidence du ministre ivoirien Adama Coulibaly. Plusieurs points ont été abordés au cours de cette rencontre, qui a vu également la participation de la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, et du président du groupe de la Banque mondiale. Le reportage de Serge Coléa. 117e réunion du groupe international des 24 présidé par le ministre de l'économie et des finances, Adama Coulibaly. Les participants font une lecture de l'économie mondiale marquée par des crises successives et ouvrant des perspectives difficiles pour les pays en développement. Nous avons évoqué beaucoup de sujets, mais tout tourne essentiellement autour de questions de financement. Vous savez, le G24 est constitué de pays en situation de besoin de financement. Et il faut regarder ça en lien également avec les incertitudes qui pèsent dans l'environnement international.
le taux de croissance tel qu'exprimé par la managing director, la directrice générale du FMI, c'est que nous avons un taux de croissance cette année de 3,1% et l'année prochaine on sera à 2,9% de taux de croissance. Ce sont des taux qui sont relativement faibles pour faire face en fait aux défis que les pays du G24 rencontrent. L'organisation encourage les institutions de Bretton Woods à réduire les obstacles qui limitent l'accès au financement. Les ministres en charge des questions monétaires et de développement souhaitent le renforcement de la coopération internationale avec des actions urgentes et concrètes. Ce que nous disons simplement, c'est que ce contexte de volatilité nécessite des réponses, souvent des réponses concertées, des réponses collectives. Et c'est ce que nous essayons de promouvoir en discutant avec les différentes institutions pour leur dire que nous avons besoin d'accompagnement. Puisque les pays qui ont accès au marché des capitaux, aujourd'hui, constatent que les coûts de financement sont très élevés sur le marché des capitaux. Et les ressources concessionnelles se font de plus en plus rares. Donc nous demandons que ces institutions-là, notamment le Fonds monétaire international, puissent pleinement jouer son rôle de prêteur en dernier ressort. Et ça nécessite qu'on ait une architecture financière internationale rénovée, que le FMI ait beaucoup plus de ressources pour pouvoir justement les mettre à la disposition des États membres. C'est le plaidoyer que nous faisons en tout cas au niveau du G24. Le président du groupe de la Banque mondiale, Adje Banga, et la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, ont apporté leur soutien à cette rencontre du G24. Au cours de cette réunion, la Côte d'Ivoire, à travers le ministre Adama Coulibaly, a passé la main à son homologue des Philippines, désormais à la tête du G24 pour un mandat de 1 an. C'est peut-être bientôt la fin du litige entre les armateurs et les marins-pêcheurs. Un protocole d'accord provisoire vient d'être signé entre les armateurs des thoniers semeurs français et espagnols d'un côté et les syndicats des marins ivoiriens à la grande pêche de l'autre. C'est une avancée notable selon les différentes parties pour redynamiser la grande pêche. On en sait un peu plus avec Lanciné Bakayoko. Ce protocole provisoire est le fruit de négociations difficiles mais nécessaires dans le but de convaincre les armateurs thoniers à accorder des minima sociaux susceptibles d'aider à l'amélioration des conditions de vie des marins à la grande pêche. Les points d'accord tournent autour de la déclaration sociale, la formation, l'employabilité des marins, ainsi que les salaires et surtout du mode de paiement de ces rémunérations. Aujourd'hui, nous avons pu, avec le travail qui a été fait, obtenir une revalorisation salariale. Le salaire qui était de 133 000 pour le matelot non qualifié est passé à 250 000 francs jusqu'au Bosco. Et aussi pour les primes de pêche, qui sont la plus minime des primes de pêche à 600 francs. Ça, ce sont des acquis que les marins ont pu obtenir aujourd'hui en vertu des accords qui ont été signés. Désormais, les marins ne seront plus payés dans les cabines. Ils ont tous un compte bancaire. Aujourd'hui, les marins vont bénéficier de la sécurité sociale. Désormais, les marins ne pourront plus finir une retraite malheureuse. Ce compromis provisoire entre les marins-pêcheurs et les armateurs suscite beaucoup d'espoir pour la redynamisation de tout l'écosystème de la grande pêche, mais les acteurs rêvent d'un protocole d'accord définitif pour le secteur qui a besoin de mieux se structurer afin de faire face aux défis nouveaux. Je voudrais exprimer ma gratitude à tous les syndicats des marins à la grande pêche et des amateurs, des thoniers seineurs, battant pavillon européen, pour aboutir à ce protocole d'accord provisoire. Et je les exhorte par ailleurs, pour la suite de ces négociations, à adopter un comportement d'apaisement et de compromis afin d'aboutir à la résolution définitive des conflits qui les opposent. La résolution de ce litige a été négociée par l'administration des affaires maritimes et portuaires, dont les missions consistent à régler les litiges issus de l'exécution de contrats d'engagement maritime, y compris sur les plateformes offshore, et davantage à assurer l'application de la réglementation relative à la profession des gens de mer.
À la demande du gouvernement ivoirien, le Bureau national de la prospective et de la veille stratégique mène depuis quelques mois une étude sur le système éducatif ivoirien. L'objectif est de pouvoir à terme anticiper l'avenir de l'école ivoirienne d'ici l'horizon 2040. Cela afin de lui donner la direction souhaitée. Et pour y parvenir, le Bureau de la prospective et de la veille stratégique a entrepris une série de formations des acteurs du système éducatif, des parties prenantes à la réalisation de cette étude. Ce fut récemment le cas à Jacquesville, comme nous le montre Mahama Traoré. Lancée à la demande du gouvernement, cette étude prospective sur le système éducatif est dans sa première phase de mise en œuvre, celle notamment de la formation des membres de l'équipe sur la stratégie des acteurs, c'est-à-dire analyser et anticiper les réactions des parties prenantes à travers l'usage d'une démarche scientifique appelée méthode MACTOR. L'idée, c'est de montrer donc aux participants comment il faut identifier d'abord les acteurs clés dans un secteur donné, dans une organisation donnée, leur comportement, les objectifs de ces acteurs, voir comment les acteurs interagissent entre eux. Et cette interaction permet de savoir s'il y a des convergences ou bien des divergences de point de vue ou d'intérêt. Voulue inclusive, l'étude prospective sur le système éducatif est conduite par le Bureau national de la prospective et de la veille stratégique. Elle est la traduction des résultats des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Il y a des actions périodiques qu'il faut mener pour que d'ici 2040, l'école ivoirienne soit ce que nous souhaitons en tant que parents d'élèves. Nous vivons le quotidien des élèves et étudiants et donc nous pensons que nous avons quelques éléments de solutions à apporter au système. Nous constituons le dernier maillon de la chaîne et en termes de présence, de réflexion et d'implication, il faut que vraiment nous soyons à toutes les étapes parce que l'université, vous le savez, c'est le champ de la réflexion au service de la société. Le lancement de cette étude vise à redonner à l'école ivoirienne ses lettres de noblesse. Elle va durer plusieurs mois. Les résultats devraient être connus en 2024. La ville historique de Grand-Bassam a accueilli hier vendredi la journée spirituelle de l'Afrique, organisée au sein de la mosquée Fatima Zahra. Cette journée a pour objectif de réunir les guides, mais aussi les fidèles de toutes les obédiences en vue de prier pour la paix en Afrique et dans le monde. C'est une initiative de l'Association interreligieuse pour la paix et le développement. Assitan Diarra, Pargassoro Kone, de Madongui. Mosquée Fatima Zahra de Grand-Bassam, lieu choisi pour la journée spirituelle de l'Afrique. Une initiative de l'Association interreligieuse pour la paix et le développement AIPD. L'objectif de cette journée, rassembler les peuples africains à travers la religion et la spiritualité autour des valeurs de paix et de développement. L'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est par nous, tout a commencé. Si la Fédération Paix Universelle, qui est dans le système des Nations Unies, choisit la Côte d'Ivoire, venue non seulement faire sortir nos valeurs qui se résument en 3 points, valeurs morales, culturelles et spirituelles, moi en tant que premier responsable de l'AIPD, c'est une satisfaction. L'Africain a ses valeurs spirituelles en lui et il est porteur d'espérance et de vie. Et donc c'est cela que nous manifestons. Et notre rencontre ici est une rencontre, j'allais dire, pour reconnaître Dieu dans notre vie et le porter au monde entier. Je suis là pour montrer que l'Afrique a des valeurs et que la spiritualité africaine est très importante pour nous tous. Notre objectif majeur, c'est la paix dans le monde. Et pour cela, nous voulons vraiment faire de notre mieux pour apporter toujours notre contribution. Une initiative soutenue par le ministre Amadou Koulibaly, représenté à cette cérémonie de prière par l'un de ses plus proches collaborateurs. En choisissant d'unir vos efforts, vos prières et toutes vos actions pour la paix et la cohésion, vous vous inscrivez dans la droite ligne de l'engagement pris par le peuple de Côte d'Ivoire qui a choisi la laïcité comme norme régissant la spiritualité dans notre pays. Cette rencontre de haute portée spirituelle organisée par l'Association interreligieuse pour la paix et le développement AIPD est à sa 4e édition.
Les responsables du Burida, le bureau ivoirien du droit d'auteur, ont récemment convié la presse pour annoncer officiellement une campagne de communication sur le paiement des droits d'auteur des artistes. Cette campagne de sensibilisation bénéficie du soutien de plusieurs structures de taille. L'objectif est d'inviter tout le monde au respect des paiements des droits d'auteur des artistes afin qu'ils puissent vivre décemment de leur art, comme nous le montre Serge Pacom Didi et Sephora Zegui. Le Bureau ivoirien du droit d'auteur, Burida, lance une campagne de sensibilisation, de formation et d'information au respect du paiement des droits de rémunération pour reprographie. Cette sensibilisation porte également sur la rémunération pour copie privée perçue sur tout support d'enregistrement, d'où la mise en œuvre d'une grande stratégie de communication à l'endroit des commerçants, des magistrats, des douaniers et importateurs. Dans les prochains jours, on va voir en ville le déploiement de toute une stratégie de communication à travers les émissions, à travers la formation des différents acteurs qui environnent dans l'écosystème des droits d'auteur. Il s'agit pour nous de nous aider à travers cette sensibilisation-là à l'appropriation de ce principe de copie privée dans la tête de tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. La réflexion, c'est comment rendre la conformité au droit d'auteur beaucoup plus attractive, c'est-à-dire qu'il y ait un intérêt pour celui qui s'y conforme. Et on a réfléchi à ce mécanisme qui est la labellisation. L'ambassade de France en Côte d'Ivoire soutient l'initiative du Burida. En France, la copie privée, c'est la première source de financement privé de la culture. Donc en France, on est tout à fait sensible à cette notion-là. L'ambassade de France a estimé que le Burida avait tout à fait raison de demander le respect du décret sur la copie privée. Nous avons espoir, voilà, par rapport à tout ce que le Burida par derrière est en train de mener comme dialogue. Il y en a qui sont dans des situations difficiles. Il n'y a que ces droits-là qui peuvent véritablement faire vivre ces artistes-là. Le Bureau ivoirien du droit d'auteur et ses partenaires comptent mettre à profit la tenue de la CAN en Côte d'Ivoire pour sensibiliser les populations sur le paiement des droits d'auteur. Rendons-nous à présent dans le nord-est du pays, précisément à Erebo. La localité a vécu récemment un double événement, l'intronisation de la reine-mère Nana Adou Amaboua et la remise de médicaments au centre de santé. 3 jours d'actions culturelles et sociales au cœur de la tradition. Le commentaire de Franck Wadio. Ambiance de fête à Erebo, à 12 km de Gouméré. Nous sommes dans le geste ivoirien. La nouvelle reine-mère n'est certes pas officiellement intronisée, mais cette sortie officielle traditionnelle a valeur de symbole. La reine-mère, qui notons-le en pays bron, a une importance certaine car issue d'une famille noble. Elle s'occupe des problèmes de la famille, des problèmes du village. Quiconque vient poser son problème, si je peux, je résous, ou bien avec le concours des autres. De plus, c'est qu'à Erebo, le développement prend forme et la mutuelle des cadres y veille. Et dans cette atmosphère de fête de l'Igname, l'occasion est belle pour poser des actions sociales. La mutuelle fait donc des dons de médicaments au centre de santé du village. Tous les cadres sont là. On ne veut plus de division à Erebo. Main dans la main, nous prenons et nous allons réussir vraiment notre mission de développement économique et social. En somme, 3 jours de réjouissance pour mieux asseoir la vision commune, celle du développement local. Les populations du canton Awassou-Ayancié ont célébré le Mouroufié, la fête de l'Igname qui marque le Nouvel An, dans le village de Priti-Ayankro où les festivités ont eu lieu. Le chef de canton a souhaité le Nouvel An à ses administrés avant de les exhorter à prôner la cohésion et surtout à pérenniser cette célébration qui fait partie du patrimoine culturel du peuple bron. Sur place, la correspondance de Herman Niamia. 44 jours après que le chef du village de Diendé ait donné le ton en goûtant à l'Igname, comme l'exige la tradition, les autres villages du royaume bron peuvent désormais organiser des festivités pour célébrer ce tubercule qui a sauvé le peuple bron de la famine lors des guerres de conquête. À Priti-Ayankro, village du département de Transua, les populations ont donc sacrifié à la tradition en célébrant le Mouroufié, la fête de l'Igname qui marque le Nouvel An. Il y a toujours en arrière un lundi, c'était le Foyo, ça c'est la fête des Ignames des jeunes. Et aujourd'hui, le Mouroufié, c'est la fête des Ignames de tous les dignitaires de tout le peuple. Et une semaine après, le vendredi prochain, ce sera le Fofié. Ça, c'est pour les prêtres traditionnels.
Et après 12 jours après ce Mouroufié, c'est la Daï. Cette année, c'est le peuple Tagbana, un peuple allié des Brons, qui a été invité à ces festivités. Les convives ont donc effectué le déplacement depuis Katuela jusqu'au village de Pritiaïnkro. C'est donc en leur présence et celle de plusieurs autres invités que le chef du canton Awassou Adouania Aïnfié a été conduit au cours d'une procession à la forêt sacrée pour être purifié et recevoir les bénédictions pour le nouvel an. C'est plutôt culturel et puis c'est fraternel aussi. Parce que le roi Nana Oben est en train de fêter aujourd'hui la nouvelle année. Avant d'y arriver à la foi chrétienne, nos ancêtres dans la foi avaient leur culture, la culture romaine et la culture grecque. Et donc nous aussi, notre culture traditionnelle, bron, africaine en général, n'est pas mauvaise en soi. Voilà, il faut seulement puiser ce qui est bon dans cette culture, comme aujourd'hui par exemple nous célébrons la fête des ignames. À la veille de la célébration du Mouroufié, les populations ont remis du bois de chauffe au chef canton, à la reine-mère et au chef du village de Pritiaïnkro pour leur permettre de disposer de quoi se réchauffer et aussi faire la cuisine. Hors de nos frontières, la guerre se poursuit dans la bande de Gaza. 2 semaines maintenant de bombardement. Le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, a accusé aujourd'hui Israël de commettre des crimes de guerre dans la bande de Gaza. Les atrocités israéliennes constituent des crimes de guerre et des violations flagrantes du droit international, a-t-il écrit dans une lettre ouverte adressée au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Le nombre de morts à Gaza est monté à 2215 victimes, dont 724 enfants, a annoncé le ministère palestinien de la santé du Hamas ce matin. Parmi ces décès, 324 sont survenus entre vendredi et samedi. Côté israélien, au moins 1300 personnes, pour la plupart des civils, ont été tuées en Israël depuis l'attaque du 7 octobre. Nous sommes au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 6h30 ce dimanche pour la première session de l'information. Excellente soirée.